Bienvenue dans le Télescope, le podcast qui zoome sur l'univers WordPress et toutes les étoiles qui gravitent autour. Je suis Naïs, développeuse WordPress. Et je suis Quentin, expert SEO. Ensemble, on part à la rencontre de celles et ceux qui font briller l'écosystème WordPress. Notre objectif ? Vous faire découvrir l'histoire, le parcours d'hommes et de femmes qui façonnent et participent à l'évolution de ce CMS. Installez-vous, on vous présente tout de suite notre invité pour cet épisode. Aujourd'hui, on braque le Télescope sur Nicolas Rivière. Quand il était petit, il hésitait entre deux métiers, pompier ou architecte. Deux façons, quelque part, de construire et de réparer. Aujourd'hui, il fait un peu les deux. Sauf qu'à la place des briques, ce sont des lignes de code. Et au lieu de sauver des maisons, il sauve des sites WordPress. Il est gamer, il a fait un passage chez Microsoft, et c'est pas vraiment le rêve qu'on imagine. Et il y a 10 ans, il a créé Undefined, un studio WordPress qui a su grandir sans jamais perdre son âme. Mais surtout, il est à l'origine de WP Community, la plateforme qui réunit les pros et les événements WordPress en France. Dans cet épisode, on a parlé de ce qui fait qu'on tient 10 ans dans le web, de passion, d'équilibre et de communauté. Bienvenue dans le Télescope et bon épisode. Bonjour Nicolas, tu vas bien ? Ça va, très bien. Trop cool. Merci de nous rejoindre pour ce 5e épisode. On est ravis de te recevoir sur le Télescope, c'est très très cool. On va commencer simple. Aujourd'hui, si tu devais te présenter en 1 minute chrono, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, me présenter en 1 minute. Alors moi, c'est Nicolas. Je suis développeur WordPress et j'ai toute une autre palette de compétences autour du web, comme du web design, un peu de SEO, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui touche à l'aspect web et au site web. Je suis un grand passionné de web et de graphisme. J'ai lancé une plateforme qui s'appelle WP Community, qui est destinée justement aux passionnés de WordPress et à toute la communauté dans son intégrité en fait. Très bien. Ça, clairement, on aura l'occasion d'en reparler. Je sais pas, en tout cas sur les épisodes précédents, on a mis en place un petit rallye questions pour se mettre en jambes. Donc tu vas voir, c'est pas des questions très sérieuses. Au contraire, c'est juste pour s'échauffer, petite joute verbale. Est-ce que tu te souviens si tu avais un jouet préféré quand tu étais petit ? Un jouet préféré, je pense pas. On va dire que le premier vrai joujou que j'ai eu, c'était mon ordi. Ok. Et du coup, dès que j'ai commencé à toucher à l'ordi, au début c'était même sans internet, je pense que c'est ça qui a été mon vrai jouet pendant très très longtemps et qui a commencé à me donner la passion du web. Quel âge le premier PC ? Alors là, je saurais pas dire. Je pense que c'était au début des ordis, je dirais, je devais avoir 6-7 ans, un truc comme ça. Ok. Au début d'Adibou et ce genre de jeux sur les PC, quoi. Et t'as quel âge aujourd'hui ? J'en ai 34. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu fais la collection de quelque chose ? Ouais, je fais la collection de canards en plastique. Ok. Alors, c'est très bizarre, mais je sais pas, j'adore les canards en plastique. Et pour l'anecdote, j'ai même un canard Eau Switch qui avait été distribué pendant un WordCamp. Excellent. Et du coup, là, j'ai un peu arrêté parce que ça prend pas mal de place. Mais voilà, j'ai plein de canards. Et puis en plus, ça rejoint un peu l'esprit du web où tu dis souvent parler à un canard quand tu as un problème en développement. Tu dis parler à un canard, t'expliques ta situation à quelqu'un et en gros, presque tu découvres tout seul la solution. Et voilà, du coup, ça reflète un peu l'esprit. Ok, très très cool. Est-ce que tu te souviens du premier truc que tu as acheté avec ton propre argent ? Ton premier salaire ? Un ordi. Un ordi pour jouer. J'ai commencé assez tôt à travailler, j'avais 17 ans et j'étais déjà un geek, donc en vrai le premier truc c'était un ordi, quoi. Ouais. Jeux vidéo sur PC ? Ouais, que des FPS. Ok. Je suis un gros gamer de FPS, moins maintenant parce que quand on est papa c'est un peu plus compliqué, mais ouais, pendant très longtemps j'ai beaucoup joué et presque que des FPS. Ok, le dernier en date ? Counter-Strike, depuis le début. Pas de Valorant ? Non. J'ai testé un peu, mais vraiment pas mon kiff Valorant. Trop de dessins animés pour moi. Voilà. Okay. Plus du Warzone, Battlefield. Plus réaliste. Voilà, plus réaliste. Ouais. Ok. Ton parfum de glace préféré, sans transition ? Mon parfum de glace préféré, je dirais, c'est praliné. Okay. Mais en vrai, j'aime tous les parfums de glace, donc c'est difficile de choisir. Ok. T'es plutôt team toujours en avance ou tout juste à l'heure ? Ou alors souvent toujours en retard ? Ça dépend pourquoi, en vrai. J'aime bien être à l'heure. J'aime bien être en avance aussi. Ça dépend pourquoi. Mais je peux aussi être très souvent en retard. Sur la veille, par exemple. Je laisse traîner. Je reporte au lendemain beaucoup. Ok.
Dernière petite question pour s'échauffer, c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petit? Alors, j'en avais deux. Ok. C'était pompier et architecte, rien à voir. Ok. Pompier, parce que je pense que j'aime aider les autres, mais en fait, dès que je vois du sang, je fais un malaise, donc ça, c'est pas fait. Et architecte, je pense que c'est mon esprit créatif, sauf que je suis nul en maths, donc ça, c'est pas fait non plus. Et puis après, il y a eu l'informatique, j'ai découvert les ordis, et du coup, c'était plutôt par là que je me suis orienté, quoi. Ouais, ça s'est fait plutôt naturellement. Et ben justement, on va rentrer un peu plus en détail dans tout ça. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire un peu où t'es né, où est-ce que t'as grandi? Alors moi, je suis né dans les Yvelines, à Poissy, Ok. Pas très loin et d'ici. j'ai pas bougé jusqu'à mes 20 ans. Je suis resté aux alentours de Poissy, et là maintenant, je suis dans le 95, donc Ok. juste à côté. T'as fait quoi comme études? Alors moi, j'ai un parcours scolaire qui est très chaotique. J'ai été jusqu'en bac S, mais je l'ai pas obtenu. Voilà, je vais pas dire que c'est à cause de Counter-Strike, mais c'est en très grande partie à cause de Counter-Strike. Et du coup, j'ai pas eu mon bac. Après, j'ai arrêté. J'ai fait 2 ans de petits boulots. Voilà, j'ai fait vraiment plein de trucs. Pas du tout en rapport avec l'informatique. Et après, je suis reparti dans une formation de technicien de maintenance informatique et réseau. Et à la suite de ça, j'avais en tête de faire du dev, donc j'ai fait une école qui s'appelle la Web Academy, qui est une école qui est reliée à Epitech. Et donc du coup, c'est 1 an en initial et 1 an en alternance, et où on fait que du dev web en fait. Ok. Justement, tu parles d'alternance. J'ai pu voir sur ton profil LinkedIn que tu étais passé chez Microsoft. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou de spécial d'être dans un gros groupe mondialement connu comme eux? Ouais, c'est nul. Euh, En vrai, en gros, moi j'étais un gros décrocheur scolaire à l'école, et quand je suis arrivé dans mon école de dev, j'ai été tout le contraire. Pas une seule absence, pas un seul retard, major de promo. Donc Ok. c'est vraiment un truc qui me plaisait, et en fait du coup ça m'a permis d'avoir cette opportunité d'aller chez Microsoft, parce qu'on était en partenariat avec Microsoft et qu'ils envoyaient 2 personnes par an chez Microsoft. Je me suis dit, c'est une occasion à saisir, c'est Microsoft, il faut la prendre, quoi. Et en fait, je me suis fait chier complet. Alors c'est chouette, t'as des beaux avantages, t'es en stage, tu gagnes plus que tes potes en alternance, t'as des beaux locaux, enfin là c'est un peu la classe, mais par contre sur place, alors c'est sûrement l'effet stagiaire, mais tu fais rien en fait. On te donne des trucs à faire qui vont jamais sortir, les projets sont bancals, je passais 1 heure par jour à travailler, le reste je le faisais sur mes projets perso, quoi, parce que Ouais, d'accord. on me donnait rien à faire en fait. Ah ouais, ok. Donc ça a été un peu 6 mois à glander, et si des fois je voyais un peu les clients et on me faisait passer pour un expert alors que j'étais stagiaire. Ah, ok. Donc pas l'expérience extraordinaire que j'attendais. Et du coup après j'ai fait complètement autre chose, quoi. Ouais, c'est cool sur un CV, mais Voilà, bon, c'est ça. c'est pas l'expérience que tu gardes en tête le Exactement, plus. ça rassure un peu les ouais. clients, et même les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, je pense qu'ils ont vu Microsoft, ils se sont dit, oh c'est chouette, Cool, il est ouais. il était dans une grosse boîte. Voilà, je me souviens, j'ai appris C# là-bas sur le tas, mais c'était pas du tout cool, quoi. C'était pas du tout l'expérience que j'en attendais, quoi. Ok. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. J'ai vu que c'était du C#, alors que du coup, tu venais d'une formation beaucoup plus web, Ouais. entre guillemets, que dev technique. Et souvent, on a un peu cette image-là sur certains types de développement où le développeur web, il fait mumus dans son coin avec des petites technos. Tu l'avais ressenti, ça, cette approche-là à Microsoft nous, on fait du C#, c'est entre guillemets plus sérieux, ou non, ça va, c'était assez fluide. Non, franchement, non. En fait, l'école que j'ai fait, c'est une école qui t'apprend à apprendre. Donc, D'accord, en ouais. fait, tu fais plein de techno, mais en fait, t'as pas de prof. C'est à toi de te débrouiller, en fait. Ok. Et donc, du coup, on t'apprend à apprendre un langage de programmation. Et en fait, tu te rends compte que tous les langages de programmation sont les mêmes. C'est juste la qu'ils même ont leur logique. syntaxe différente, qu'ils ont leur spécificité. Mais l'approche, c'est la même pour tous les langages. Mm. Et en fait, quand je suis arrivé chez Microsoft, qu'on m'a demandé de faire du C# parce que c'est le langage interne à Microsoft, pardon. En fait, je l'ai appris sur le tas, et ça m'a pris peut-être 1 semaine à appréhender, et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. T'as Donc, le nom des fonctions natives qui oui, changent un voilà, tout petit c'est ça. peu, et en vrai, c'est En juste fait, à te prendre cette Le recherche-là. premier truc que tu fais, c'est d'apprendre comment loguer, en fait, de savoir Ouais. comment loguer une valeur pour savoir comment ça fonctionne. Et après, bah, tu bidouilles et tu te rends compte que c'est vraiment très très proche d'autres langages. Mm. C'est un peu plus typé que certains langages que j'ai pu faire, mais
En vrai, il n'y avait rien de compliqué, quoi. La seule approche un peu compliquée, c'est que tu avais cette approche web, parce que tu peux faire du web avec du C#, mais tu avais aussi cette approche matérielle, où en gros, bah, tu peux faire tourner des apps Windows. À l'époque, c'était Windows Phone, donc tu pouvais aussi faire des apps Windows Phone. Donc c'est ça un peu qui était un peu différent, parce que du coup, il y a des choses que tu ne connais pas forcément quand tu fais du web, parce que tu es déjà au niveau par rapport à des technos matériels, quoi. Sur C#, tu as aussi toute la notion de compilation, où tu es obligé de Exactement. compiler ton code pour pouvoir le lancer et l'exécuter. Ah bah quand tu fais du PHP et qu'on te dit de compiler du C#, j'avoue que c'est un peu relou, mais bon, c'est... En plus, à l'époque, l'IDE, Visual Studio Code, était pas répandu comme peut l'être aujourd'hui. Et ils avaient quand même une longueur d'avance à l'époque sur cette partie-là qui était beaucoup plus agréable quand même. Je me souviens, j'avais fait justement en interne une extension Visual Studio Code en C#. En gros, qui servait un peu de tutoriel pour apprendre à utiliser Visual Studio Code, quoi. Ok. Et du coup, tu disais que tu as toujours été geek, que tu as fait ta formation à la Web Academy. Est-ce que c'est là-bas que tu as dev pour la première fois, ou tu avais essayé de ton côté avec le C du 0 et tous les trucs qu'on connaît? Exactement. Moi, j'ai commencé très tôt, et encore une fois grâce à Counter-Strike. En gros, je bidouillais un peu sur des sites en PHP. Au début en HTML, j'ai appris le HTML sur le site du 0. Et après, j'ai commencé à bidouiller un peu en PHP. De faire des modifications sur des sites, sur des technos qui existent même pas des technos, mais sur des CMS qui existent même plus. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu le PHP, le JavaScript. Et après, quand je suis arrivé à l'école, je me suis rendu compte que je savais faire, mais que je faisais tout mal, quoi. Du coup, j'avais pas l'apprentissage qu'il fallait pour le faire. Mais j'ai commencé bien avant, je sais pas quand j'ai commencé, mais je pense que j'ai facile commencé 5 ans avant d'être en école de dev, quoi. Okay. C'était des sites de recherche de team à l'époque Ouais, il y avait de ça, c'était des sites de team, exactement, de guildes, enfin on appelait ça des guildes à l'époque. Il y avait de ça, et puis moi je bidouillais déjà des portfolios. Au début j'ai commencé, comme je faisais du graphisme aussi, je faisais des logos à 5 euros, je les vendais sur mon site. Voilà, ça me payait des jeux, ça me payait du matos, ce genre de trucs, quoi. Et du coup, avec ton approche vraiment développeur web et ton expérience à Microsoft, déjà tout le côté choix des technos, etc., souvent ça peut être boudé par certains devs, et encore plus WordPress, où souvent on va dire c'est pour les petits blogs. Et toi, comment tu as entendu parler de WordPress? Tu as touché pour la première fois à WordPress? Ça s'est passé comment et quand à peu près? Alors, la première fois que j'ai touché à WordPress, c'était dans ma formation de technicien de maintenance informatique et réseau. J'y ai touché, j'ai dit je toucherai plus jamais de ma vie. Okay. En fait, j'ai été formé par un mec qui faisait que du thème, quoi. Et en gros, qui installait des thèmes, qui faisait des configurations. Et en fait, j'étais un peu dans mon début du dev, j'avais même pas encore l'apprentissage qu'il fallait. Je bidouillais et je me disais, mais en fait, pourquoi utiliser un CMS quand on peut tout faire soi-même? Et c'est un peu la réflexion que tu as au début quand tu dev. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai un peu boudé WordPress et je trouvais que ça servait à rien. Et en fait, après Microsoft, j'ai fait un stage dans une agence dans laquelle je suis resté après pendant 5 ans. Et eux, ils étaient spécialisés WordPress Magento. Et en fait, c'est là où j'ai découvert que WordPress, c'était plus que juste installer des thèmes et appuyer sur des boutons, quoi. Et donc, j'ai commencé à dev sur WordPress. Alors, au début, j'avais pas trop lu la doc, donc je faisais un peu du bidouillage. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas. Et j'ai appris à apprécier WordPress. Avant même de connaître la communauté, j'ai vraiment fait que du WordPress en mode tech, quoi. Ouais, ok. C'est vrai que même cet aspect communauté, où faut quand même aller beaucoup plus en profondeur dans le sujet, parce que le nombre de personnes qui n'ont jamais interagi avec la communauté qui utilisent WordPress, c'est considérable. C'est quand même la moitié du web, donc. Clairement, moi j'ai bossé avec beaucoup d'agences et il y en a très très peu qui sont impliqués dans la communauté, ne serait-ce qui sont au courant qu'il y a des événements WordPress, alors qu'ils vendent du WordPress à longueur de journée à leurs clients. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu as commencé à vraiment faire du dev WordPress, c'était sous quelle forme? C'était avec des thèmes style ACF, etc. Ouais, alors l'agence dans laquelle j'étais, ils étaient spécialisés sur du sur-mesure, donc moi j'ai mis les mains direct dedans. J'ai jamais commencé par installer un thème, et c'est même aujourd'hui des choses qui me manquent, c'est que maintenant quand je récupère des clients et que je fais de la maintenance, il y a des fois, en fait, je vais trop penser technique et je vais pas penser que peut-être dans le thème, j'ai une fonctionnalité qui me permet de le faire.
Et du coup, l'agence était spécialisée sur mesure, donc j'ai directement mis les mains dans le cambouis et fait des thèmes sur mesure, effectivement avec ACF, mais avec même d'autres avant ACF, parce que eux, ça faisait un moment qu'ils étaient là, et ils avaient des trucs comme Michel Field ou des choses comme ça, enfin, je connais même pas l'existence de ce plugin, et je pense que ACF n'était pas autant répandu au début où ils ont commencé, et du coup, ou peut-être même pas existant. Et du coup, voilà, il y avait quand même un gros héritage de vieux trucs sur certains projets qu'on a récupérés. Ouais, donc tu as vraiment appris dans le dur à l'époque. Exactement. Ouais. Et donc tu disais Microsoft, 5 ans en agence, et après tu as décidé de monter Undefined. Exactement. Alors j'avais déjà commencé en amont, en fait, presque un an après avoir commencé dans l'agence. Moi, j'avais déjà des petits clients à côté. Parce que à l'époque, je bossais soir et week-end, je m'arrêtais jamais tellement que j'aimais ça. Et donc du coup, je bossais en parallèle de mon CDI. J'avais déjà quelques beaux projets et je m'étais toujours dit, de toute façon, un jour, tu seras freelance ou tu monteras ton agence. Et du coup, au bout de 5 ans, j'avais fait le tour. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, et dont des tech WordPress, et je me suis retrouvé un peu le seul à gérer cette partie-là. Je suis devenu lead dev WordPress. Sauf que du coup, en fait, les gens en interne, c'était soit des fronts à qui on donnait des responsabilités WordPress, mais qui ne maîtrisaient pas la techno WordPress. Soit on me refilait en fait tous les vieux projets, toutes les galères, c'était pour moi. Et à un moment, j'avoue que j'en ai eu un peu marre, j'avais plus mon mot à dire. La tech, elle bougeait pas. Et donc du coup, voilà, j'ai préféré partir et me lancer en freelance et faire un peu comme j'avais envie de le faire. Donc très vite, tu avais comme cette volonté, cette vision future de te lancer quoi qu'il arrivait. Ouais, de toute façon, moi je voulais pas rester. Enfin, je pense que je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester en tant qu'employé dans une boîte. Okay. J'ai besoin de beaucoup de liberté. J'avoue que je préfère faire mon planning, je préfère choisir mes clients, je préfère choisir ma techno. Voilà. Et donc du coup, même si ça m'empêche pas aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'agences, j'avoue que je préfère ce côté liberté et je me voyais pas rester en CDI toute ma vie, quoi. Et comment tu l'as vécu, cette transition du moment où du jour au lendemain, t'as plus de collègues, t'es chez toi? Ouais, je l'ai pas vécu comme une rupture parce que comme déjà j'avais commencé le freelance avant, j'avais déjà un peu cet aspect freelancing, je savais un peu comment ça marchait, donc j'étais pas perdu. J'avais le chômage parce que j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Okay. Donc j'avais déjà 2 ans devant moi où je savais que potentiellement j'étais rémunéré avec mon chômage. J'avais déjà un portefeuille client parce que j'avais déjà des clients avant. Et j'ai bossé pendant 1 an ou 1 an et demi avec la boîte, avec l'agence avec laquelle j'étais en presta, CDI. du coup. Donc en fait, au final, ça m'a pas changé grand-chose parce que j'ai continué à travailler avec eux jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que c'était pas forcément avec eux que j'avais envie de travailler. Et donc du coup, j'ai commencé à diversifier. Mais ça m'a pas énormément changé les choses. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est que du coup, l'agence où j'étais voulait pas du télétravail. Donc en fait, j'ai commencé à travailler de chez moi et c'est la vraie différence. Mais sinon, ça a pas énormément changé pour moi. Ouais, t'as eu une transition assez fluide quand même sur la première année, le temps d'amorcer et même toi de voir vers quoi t'as envie de tendre en fait. Et puis même au début, cette partie-là. je continuais à répondre à des questions de chef de projet de l'agence où j'étais. Donc au final, je sais pas que je faisais le même métier, mais au début, ça n'a pas énormément changé, quoi. Ouais, c'était presque un contrat pas à mi-temps, mais tu savais que tu avais quelques jours fixes avec eux et que en fait, et puis ça allait pas changer. Ça s'est bien passé. Je voulais pas que ça se passe mal quand je suis parti de chez eux. Et du coup, je leur ai dit, voilà, moi, je suis en freelance. Si vous avez une galère sur un projet, je disparais pas, quoi. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis là pour y répondre. Donc, souvent, j'avais des interactions avec les chefs de projet dans l'agence, même les devs. Je suis resté pendant très longtemps sur le Slack interne. Donc, ça n'a pas énormément changé au début. Ouais, parce que mine de rien, 5 ans dans une agence, t'as quand même tout l'historique. Et il y a toujours des projets qui sont plus ou moins compliqués techniquement et s'immerger dedans, c'est toujours difficile, quoi. C'est même pas tant. Enfin, il y avait des projets compliqués, mais c'est surtout avoir l'historique complet. Et en fait, comme il y a beaucoup de gens qui sont partis avant moi, en fait, j'étais un peu la dernière personne qui avait les connaissances sur les projets, les spécificités. Tout n'était pas forcément documenté. Donc forcément, il y a plein de choses. C'est moi qui avais la connaissance et du coup, tu peux pas tout transmettre avant de partir, c'est pas possible. Donc oui, c'était pour eux, même pour eux, ça a été hyper intéressant en fait. Ouais. Okay. Et je suis curieuse justement, tu disais
J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale du coup. Est-ce que tu as eu des exemples dans tes proches autour de toi où tu t'es dit: «OK, l'entrepreneuriat, c'est vers ça que je vais aller», parce que tu as eu une représentation ou c'est quelque chose qui était plutôt instinctif et qui t'est venu comme ça? Non, j'ai pas eu d'exemple particulier autour de moi. En fait, il y a très peu d'entrepreneurs. J'ai un ancien collègue qui a lancé un vrai truc, mais sinon, à part ça, j'ai pas forcément eu d'exemple. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu un problème d'autorité. OK. Donc du coup, déjà, ne serait-ce qu'au lycée, ça a été très compliqué. J'en avais marre d'être materné, ce genre de choses. Et du coup, je pense que déjà ça, c'est un trait de caractère qui fait que j'ai voulu me lancer dans le freelancing. Et après, je pense que j'aime pas la monotonie, donc c'est vrai que rester dans un emploi où tu vois presque tous les jours la même chose, même si le côté agence, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que du coup, tu as souvent des nouveaux projets. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je préfère travailler à mon compte et voilà, et voir des clients différents tous les mois, apprendre de nouvelles choses sans arrêt, et ce genre de choses. Et lancer des projets aussi. Ouais, un environnement stimulant, un truc, Exactement. OK. Justement, Undefined Studio a fêté ses 10 ans en juin, si je dis pas de bêtises. Si tu regardes dans le rétro, t'en retiens quoi de ces 10 ans? Franchement, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Après, c'est 10 ans, mais au début, j'ai commencé, j'étais tout seul et je faisais ça soirée week-end. Donc, en fait, c'est facile de dire ça fait 10 ans. Après, c'est surtout ce qu'on en retire. C'est surtout 6 ans de freelance à temps plein. Ce que j'en retire, bah, c'est exactement ce que je veux faire et je reviendrai jamais en arrière et je regrette pas d'être parti en freelance parce que c'est tellement différent, c'est tellement stimulant, tu t'apprends tous les jours, voilà, ça a des hauts et des bas comme dans tout métier, mais franchement, voilà, je regrette pas et je suis super content et j'essaie de le faire encore plus grossir. Là aujourd'hui, je suis à un moment de l'activité où je peux plus travailler tout seul. Ouais. J'ai dû passer en société, donc forcément c'est plus de charges, donc il faut faire rentrer plus de chiffre d'affaires. Et donc du coup je suis obligé de m'entourer de personnes, même si j'ai toujours travaillé avec des gens. Là je suis obligé d'accélérer et de m'accompagner, d'être accompagné de d'autres partenaires pour certains projets. T'as recruté là du coup chez Undefined? Non, C'est une pool ça de c'est un freelance. peu le step que j'ai pas encore franchi Ouais. et que j'ose pas franchir parce que c'est vraiment différent. Donc pour l'instant, j'en suis à l'étape de sous-traiter à des freelances. Et encore, des fois, c'est pas forcément de la sous-traitance, c'est plutôt de la collaboration. Et déjà, rien que de faire ça, c'est déjà un gros boulot. Ça demande énormément de temps de cadrage. Ça nécessite de trouver les bonnes personnes. Donc c'est déjà compliqué. Donc je me dis, si je dois avoir quelqu'un à temps plein et le former en même temps, en fait, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc si j'ai pas le temps de le former, ça vaut pas le coup pour lui et du coup, ça vaut pas le coup pour moi non plus. Donc Ouais. pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas. C'est quelque chose que voilà, je suis pas fermé à l'idée, mais pour l'instant, c'est pas fait quoi. OK. Et ça fait combien de temps du coup le passage en société maintenant? Ça va faire 3 ans. Et t'as senti une différence, toi, dans ton positionnement, dans ton approche, entre le statut, entre guillemets, un peu plus freelance, et vraiment le positionnement en société, ou Chef d'entreprise. chef d'entreprise, où tu dis, ok, je comprends un peu mieux les règles des autres, y a tout un aspect qui est quand même complètement différent, et voilà, cette position par rapport à d'autres... Non, j'ai pas senti de différence à part sur mon porte-monnaie. Ok. Mais sinon, j'ai pas énormément senti de différence parce que au final, j'ai les mêmes clients. Ok. En fait, le seul aspect qui peut changer, c'est que du coup, en société, tu fais plus, comment dire, les clients ont moins de crainte. Ils voient qu'il y a une société derrière, ils voient le capital, voilà, ils se disent, bah, c'est solide, je peux y aller. En freelance, tu as un peu cette image de, bah, du jour au lendemain, il peut partir, je retrouverai pas quelqu'un derrière. Et moi, je suis dans une position un peu compliquée de mes clients sont des PME ou même des grands comptes. Et en fait, en étant tout seul, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que, en fait, mon activité, elle est sous l'image d'un studio. Parce qu'en fait, sinon, c'est compliqué d'avoir certains clients. Alors qu'au final, on se rend compte que même quand ils passent en agence, on sous-traite à moi. Donc, en fait, au final, c'est la même chose. Oui. Mais c'est juste ce côté rassurant pour le client de se dire, il y a une vraie structure, ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Même si je l'ai toujours un petit peu, parce que les clients se rendent compte que je suis vraiment tout seul dans la société, même si je travaille avec d'autres freelances.
Mais en tout cas, le côté structure fait que ça rassure les clients plus que le côté freelance en micro-entreprise qui, du jour au lendemain, peut fermer la société, quoi. Ouais, ok. Clairement. Sur les 10 dernières années, là, tu as dû rencontrer beaucoup de projets différents. Il y en a un qui t'a particulièrement marqué, en bien ou en mal? En fait, j'ai tellement de projets intéressants que c'est compliqué. En fait, pour moi, les projets marquants, c'est pas forcément des projets complexes, c'est plutôt des projets d'envergure parce que le client est un gros client. Il y a beaucoup de projets sur lesquels je peux pas communiquer parce que je suis sous NDA avec des agences. Et c'est vrai que voilà, la fierté de se dire que tu as bossé pour des clients comme Dior, comme Vinci, comme Chaumet, enfin voilà, des gros clients, c'est plutôt ça qui me marque. Après, sur des projets un peu complexes, j'en ai fait pas mal, mais souvent, en fait, les projets complexes, ils viennent soit pas à sortir, soit à rechanger au bout de 6 mois. Et au final, tu les as vite oubliés, quoi. Ouais, ok. Et en parlant de projet, justement, il y en a un que tu lances l'année dernière, c'est WP Community. Tu es même venu avec le suite et tout. Il est né comment, ce projet? Il vient de quoi? Il vient de plusieurs choses. Alors moi, j'ai 10 idées par semaine, donc c'est un truc, souvent, je veux lancer des projets et je vais jamais au bout. Et là, en fait, en allant à des événements WordPress et en commençant à chercher des partenaires pour l'activité, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas d'outils pour centraliser en fait l'information de WordPress. Tu trouves des informations un peu partout, tu as le Slack FR, tu as des informations sur wordpress.org, tu as beaucoup d'informations qui sont en anglais. Quand tu cherches quelqu'un, tu n'as pas beaucoup de choix. C'est soit tu regardes sur LinkedIn, mais c'est pas vraiment fait pour ça, soit tu regardes sur Malte, mais les gens ils sont pas forcément remplis correctement leur profil. La communauté WordPress n'est pas entièrement sur Malte, il y a plein de gens qui sont pas sur Malte. Et en fait, j'ai pas trouvé d'informations communes où je pourrais retrouver un peu tout ce que je cherche sur WordPress, et notamment des partenaires. Moi, je suis très technique sur WordPress et j'avais envie de trouver des partenaires qui maîtrisent certaines techs que j'utilise. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que WordPress a un peu cette image de tout le monde fait du WordPress, mais personne fait du WordPress. Et en fait, ce que je recherche, moi, c'est pas quelqu'un qui utilise Elementor, par exemple, mais quelqu'un qui fait des thèmes sur mesure avec une tech en particulier. Et donc, du coup, j'avais besoin de pouvoir trouver des profils qui sont en adéquation avec ce que je recherche, et j'avais pas cet outil. Donc ça, c'était l'idée première, en fait, c'était d'avoir un outil qui centralise un peu toute la communauté qui est présente sur WordPress. Et après, j'ai eu plein d'idées qui ont un peu consolidé ce projet, de me dire, j'aimerais que la communauté puisse interagir, j'aimerais mettre en avant la contribution WordPress, j'aimerais mettre en avant la communauté, les événements. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire des événements, je savais pas comment obtenir l'information de tel WordCamp, tel jour, tel meet-up, et du coup, pendant très longtemps, je pense que j'ai même pas eu connaissance de certains événements WordPress parce que je n'avais pas d'informations, et WordPress communique pas énormément en fait. En tout cas, pas sur la partie sur la France. Aux États-Unis, peut-être qu'ils communiquent énormément sur les WordCamp. On voit sur LinkedIn, ils postent régulièrement quand il y a des WordCamp, des infos, voilà. Mais en France, je trouve on communique pas assez en fait sur cette communauté WordPress, et c'est dommage parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Et du coup, voilà, je voulais un outil qui va aussi donner toutes ces informations autour de WordPress et réunir un peu la communauté. Et puis le dernier truc, c'est que j'aime bien le Slack, mais je trouve que c'est un peu fouillis, il y en a partout. Beaucoup de channels, ouais. Voilà, il y a beaucoup de channels, ça parle tout le temps. Si tu regardes chaque message, tu passes ta journée à faire ça. Et en fait, mon idée, c'est pas encore le cas, mais sur WP Community, je veux vraiment créer quelque chose de communautaire où tu puisses interagir avec les autres membres, poser tes questions, mais que ça ne devienne pas un chat en fait. Parce que le chat, c'est chronophage, t'as pas le temps de t'en occuper, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis mettre en avant la communauté. Il y a plein de belles personnes dans la communauté WordPress. Et du coup, voilà, je voulais mettre en avant un peu ces gens-là et qu'ils soient reconnus dans la communauté, que ce soit les gens qui sont là depuis 40 ans, mais aussi les gens qui viennent d'arriver dans la communauté, qui ont des choses à apporter et qui veulent se faire voir un petit peu. Voilà, c'est ce que vous faites aussi dans le podcast, c'est mettre en avant des gens, parce que derrière WordPress, il y a des gens surtout, il y a de l'humain. Derrière chaque projet, derrière chaque plugin, il y a de l'humain, et c'est important de mettre en avant
les personnes de la communauté. Clairement. C'est vrai que... Surtout sur l'aspect, justement, WordPress est fait par sa communauté. Et en fait, derrière, on utilise tous des extensions, des outils où, en gros, c'est chouette, ça s'implémente parfaitement avec WordPress. Mais pour autant, on perd un peu ce côté communautaire alors que c'est fait par la commu. Et c'est ça que j'avais vachement apprécié avec WP Community, c'est que, comme tu parlais de Malte, c'est cool, mais c'est une plateforme business. Ouais. Ce que j'ai bien aimé avec WP Community, c'est que c'est possible. Il y a un angle business, c'est parfaitement possible. Mais il y a vraiment cet aspect hub de communauté sans que ça devienne fouillis dans tous les sens. Et en plus, il y a des fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. Et c'est vrai que, tu vois, je m'en étais pas rendu compte parce que, comme tu disais, il y a plein de gens qui utilisent WordPress sans forcément s'intégrer ou prendre part à la communauté, ce qui a été notre cas pendant longtemps. C'est plutôt récent, le fait qu'on s'intègre vraiment à la communauté. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que ça manquait. Et donc, franchement, là-dessus, c'est un vrai bel ajout. Ouais, je pense que le côté spécialisé WordPress, ça aide aussi. Je trouve que Malte, c'est très bien, mais en fait, il y a tout et rien, et du coup, tu te perds. Et je pense qu'en fait, les gens ont besoin de se réunir en communauté, mais en petite communauté. Et je pense que le fait de spécialiser sur WordPress, que j'aurais pu faire un Malte bis et faire ce qu'ils font déjà, ce que tu retrouves sur 50 plateformes différentes. Moi, j'avais vraiment envie d'un truc qui est spécialisé et que tu te retrouves autour d'un sujet commun. Et le sujet commun, c'est WordPress parce que c'est WordPress que j'aime et c'est pour ça que je l'ai sorti. Mais je pense que c'est important de regrouper les gens avec une idée commune et une passion commune, quoi. Et comme tu disais, sur la communication de WordPress en tant que tel, c'est là où on voit qu'il a les défauts de ses avantages du fait qu'il soit open source et qui est mis en avant par les contributeurs et la communauté. Du coup, WordPress est très peu réfléchi comme un produit qui doit se commercialiser, se vendre et communiquer. Et nous, la première fois qu'on a entendu parler vraiment d'un WordCamp, c'était celui de Rennes, parce qu'on y habitait, et que j'avais déjà fait le WP Rennes, la communauté locale, où j'avais déjà fait quelques événements. Mais à part ça, j'en avais jamais entendu parler. Et tu dis, c'est dommage. Et en fait, là, tu te rends compte que, ok, il y en a tous les ans. Ok, il y en a à l'échelle européenne. Et là, tu ouvres un nouveau monde. Et par contre, une fois que tu es dans cette communauté, là, tu as les informations. Mais en fait, elles transitent que au sein déjà de ce groupe, où si tu sais pas, c'est assez difficile d'avoir cette information-là, en fait. Ouais, moi c'est pareil, les WordCamp, j'avais peut-être entendu parler, mais comme mon agence, elle participait pas au WordCamp, ce que font d'autres agences, et je trouve que c'est très bien. En fait, si t'es pas connecté à quelqu'un de la communauté, t'es pas forcément au courant. Et encore, maintenant on a un WordCamp par an. Pendant un temps, c'était 2, peut-être 3 WordCamp par an, et en fait avec le Covid, ça a beaucoup freiné. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la communauté WordPress, et effectivement, c'est pas assez mis en avant. Et effectivement, il n'y a pas on n'est pas en mode produit, quoi. Et du coup, moi, je trouve que la communication WordPress, elle est horrible. Enfin, t'es au courant de rien. Tu vois quelques infos passer. Si tu suis pas des membres de la communauté, t'es pas au courant de tout. Quand tu regardes des concurrents comme Webflow, alors c'est un produit, c'est fermé, c'est différent. Mais tu vois que dans la communication, c'est quand même différent. Quand ils font des événements sur Paris, tout le monde est au courant qu'ils font un événement sur Paris. WordPress, t'es pas au courant, tu sais pas. À Bâle, il y avait une responsable d'agence sur Paris qui avait posé une question, tu sais, à Mac Woulenberg quand il y a ces étapes de questions, qui vendait que du WooCommerce, elle, et du coup, elle en parlait de cette problématique de produit VS un Shopify, qui est hyper sexy, qui cartonne, qui est un très bon produit en soi, qui répond vraiment très très bien à ce besoin. Et là, tu dis, c'est vrai que en termes de communication, pour aller vendre ce truc-là, quand t'es VS Shopify, faut être hyper solide sur tes appuis et savoir vraiment ce que tu vends, parce que entre guillemets t'es pas beaucoup aidé par le produit en tant que tel, quoi. Déjà que le produit en lui-même, il a ses défauts parce que il est basé sur un CMS qui est pas pensé pour faire du e-commerce, donc déjà de base ça aide pas. Mais effectivement, quand tu regardes la puissance derrière de Shopify en termes de communication, de marketing, tu te dis mais c'est compliqué de vendre. Moi, combien de fois j'ai des clients qui viennent me voir, je veux faire un Shopify. Pourquoi ? Parce que mon concurrent il est sur Shopify. Pareil, mon ancienne agence, ils étaient sur Magento, ils ont fait que du Magento depuis toujours. Maintenant, ils font que du Shopify. Parce que derrière, il y a du marketing, parce que tous les clients ils veulent passer sur Shopify parce que soi-disant c'est mieux, ils savent pas pourquoi, mais en tout cas, ils passent tous sur Shopify et ils se rendent compte après que ça leur coûte un pognon monstre. Mais voilà, c'est la communication qui fait que
Mais moi, je pense que WordPress pourrait communiquer mieux. Ok, on est open source, mais c'est pas une raison pour pas faire de communication. Et je pense que s'il y avait une vraie équipe qui voulait vraiment communiquer et qui s'engageait dans les communautés locales, parce que c'est bien de parler des US, mais par exemple, tu devrais avoir un WordPress France qui communique et qui distille des informations sur WordPress. Et c'est pas le cas. Et c'est un peu pour ça aussi que je veux répondre à ce besoin qui est de diffuser l'information et que tout le monde puisse avoir accessible toutes ces informations, les événements, qui est dans la communauté, voilà. Comment contribuer aussi. Comment contribuer, je suis désolé, mais on a beau te rabâcher que c'est open source, personne t'incite à contribuer, personne t'explique comment contribuer. Alors oui, il y a des tutos, des trucs qui existent, mais en fait, si tu viens pas tenir les gens par la main, il se passera jamais rien. Les gens vont pas prendre le temps, en fait. Oui, c'est clair. Toi qui as un profil tech, est-ce qu'il y a une volonté aussi de casser un peu cette image de WordPress c'est pas pour les vrais devs? Il y a vraiment ça, je trouve, tu fais du WordPress, bon, t'es pas vraiment dev, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté avec WP Community, notamment, aussi de casser cette image Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de ça, j'en souffre toujours. Quand tu vas à des événements, qu'on te demande, tu dis que t'es dev, on te demande sur quoi, tu dis pas WordPress, tu dis PHP. Parce que les gens, ils ont cet a priori de se dire, tu fais du WordPress, tu fais pas du dev, ce qui est faux. Et c'est un a priori que j'avais aussi avant. Mais en fait, quand tu connais pas, t'as l'impression que c'est juste appuyer sur des boutons, poser des thèmes et c'est tout. Et encore plus avec Gutenberg maintenant, où tu fais de moins en moins de PHP. Donc du coup, c'est un peu cette image qui est ternie. Et effectivement, c'est un truc que je voulais un peu casser. C'est que j'en avais marre en fait que des gens qui disent je suis dev WordPress alors qu'ils installent des thèmes, parce qu'en fait, ça crée la confusion. Ouais, et du coup, dans les profils que j'ai créés, volontairement, en fait, dans la partie compétences, tu as des compétences qui sont très tech et qui te catégorisent dans le développement. Et les compétences qui sont moins tech, elles sont catégorisées dans la gestion de site WordPress, de webmaster, et où là, pour moi, c'est deux compétences différentes. Et c'est un peu ça qui me manquait quand je cherchais des partenaires, c'est de savoir différencier, telle personne, elle fait plutôt de la tech, telle personne, elle fait du dev. Telle personne fait du dev, pardon, et telle personne fait du thème, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, c'était important pour moi, mais je pense que c'est aussi mon profil de développeur WordPress qui fait que j'ai voulu mettre ça en avant. Peut-être que si quelqu'un d'autre l'avait fait, il l'aurait pas fait. Mais voilà, pour moi, c'est important. Et je pense que chaque personne, moi, le premier, peut être bon dans plein de domaines, mais est très compétent dans un domaine. Je pense que voilà, tu as une expertise dans un domaine, et du coup, tu peux être très bon en SEO, mais si initialement tu fais du dev et que tu es très bon en dev, t'as vraiment ce focus sur du dev. Moi, ma fiche, c'est développeur WordPress. Je fais du SEO, je fais du web design, mais je veux être catégorisé comme développeur WordPress. Parce que si on cherche, je veux être expert développeur WordPress. Et du coup, le besoin très clair, très identifié, l'idée, tu l'as. Qu'est-ce qui a fait ce déclic de passer d'une idée au produit et à WP Community? Parce que c'est le plus difficile. Tout le monde a eu l'idée. Il y a plein de gens qui ont voulu un jour agréger ces infos-là. Mais comment tu as eu ce déclic-là et t'es passé à l'action? Alors moi, le plus dur, c'est pas de me lancer. Le plus dur, c'est de terminer. Voilà, moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai plein d'idées par semaine. J'ai plein de trucs où j'ai déjà fait les maquettes. J'ai des produits qui sont pas terminés, mais qui sont à moitié terminés. J'en ai plein que j'ai jamais lancés. Et en fait, le déclic, ça a été de me dire, j'en ai marre de commencer des trucs et de pas les terminer. Je veux terminer un truc. Et en fait, ce que j'ai fait pour me lancer, c'est que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je me suis dit, t'en as parlé, maintenant t'assumes. T'es obligé de le faire. Voilà. La target sur la tête. Voilà. Et puis ça permettait aussi de mettre un pied dedans et de se dire, si les gens sont intéressés, il faut y aller. Si les gens sont pas intéressés, c'est pas grave, t'as rien perdu. Mais j'en ai parlé, je crois sur le premier post où j'en parle, j'ai eu une centaine de likes. Je me suis dit, bon, si les gens sont intéressés, il faut y aller, il faut le faire. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé. Et je postais régulièrement pour dire voilà, je vais faire ci, ça. Les gens étaient toujours intéressés. J'ai dit bon c'est parti, je lance. Et voilà, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Après, ce qu'il faut, c'est tenir un peu le coup et de se dire il faut continuer à avancer, il faut continuer à produire et à shipper des features. Et le deuxième aspect compliqué pour moi, c'est plutôt le marketing. Parce qu'en fait, c'est bien de sortir un produit, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si t'en parles pas, si t'as pas une communauté, c'est mort, ça marchera pas. Et donc, du coup, voilà, je me suis vraiment focalisé là-dessus, de me dire, il faut créer une communauté, il faut créer de l'interaction, de l'envie, il faut que les gens aillent s'inscrire. Et ça a marché.
Et maintenant, le plus dur, en fait, c'est de faire revenir les gens, parce que c'est bien, les gens, ils ont créé leur fiche, mais après, ils reviennent pas forcément, ils n'ont pas l'intérêt à le faire. Et c'est là où, justement, l'aspect communautaire, j'essaie de le mettre en place pour pouvoir faire revenir les gens, qu'ils interagissent, que le site soit vivant, quoi. Ouais. Il y a eu combien de temps, du coup, entre guillemets, de mijotage entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu sors une V1? C'est quoi? C'est l'échelle de quelques mois Ouais, en fait, c'est un truc que j'aurais pu sortir en un mois, mais c'est un projet bénévole, donc je le fais à côté de mon activité. Et donc, du coup, je pense que j'ai mis, entre le tout début où j'ai commencé à faire les maquettes et le lancement officiel, j'ai dû mettre 6 mois, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est assez rapide quand même. Ouais, c'est assez rapide en soi, parce que voilà, je pense que je développe assez vite, mais ça aurait pu se faire beaucoup plus vite. C'est juste que comme c'est c'est en dehors de mon activité, Ouais, ça reste un side project. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, ça tombe bien que tu parles de side project. Il y a une volonté, est-ce que ça devienne un projet à 100% ou c'est vraiment quelque chose que tu vois en à côté, un truc chouette sur lequel tu passes du temps? C'est une question que je me pose. Si j'ai l'occasion de le faire et que je peux en vivre et que je peux en vivre aussi aisément que mon activité actuelle. Ouais, c'est ça, il y a l'aspect financier aussi. Oui, c'est un truc qui me plaît. J'aimerais y passer plus de temps parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Après, je vais pas mentir, j'aime ce que je fais. Faire des nouveaux projets régulièrement, ça me plaît aussi. J'ai d'autres idées produits, je ne veux pas me focaliser que sur celui-là parce que j'ai d'autres idées que j'aimerais développer aussi. Mais si un jour je peux vivre de cette activité, oui, je le ferai, je pense que je le ferai. Ok. Tu parlais justement qu'il y a eu une belle réponse de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Aujourd'hui, en tout cas les derniers chiffres que j'ai vus, il y avait déjà plus de 750 profils. Est-ce que tu avais un objectif de chiffre ou tu avais un objectif de feature ou un autre objectif pour WP Community? Non, j'ai pas d'objectif de chiffre parce que déjà, du fait qu'il n'y ait pas d'outil qui existe avant le mien, c'est compliqué d'évaluer en fait la quantité de personnes dans la communauté et la quantité de personnes actives parce qu'il y a plein de gens qui sont pas actifs. Donc j'avais pas du tout en tête de chiffres. J'étais assez étonné d'avoir autant de monde sur la plateforme. Je crois que là c'est marqué 750, mais on doit être à 850, quelque chose comme ça. Très très cool. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens à atteindre. Il y a plein de gens qui sont pas forcément sur LinkedIn. Moi je communique beaucoup sur LinkedIn. Je pense que le fait d'être présent au WordCamp, ça va aussi aider à faire connaître le produit, le fait de participer à des podcasts, voilà, ça va aider. Je vais faire aussi un meet-up là prochainement à Paris pour parler du produit. Mais non, pas forcément d'objectif particulier. Je voulais juste que la communauté, elle soit enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle plateforme où elle va pouvoir interagir, obtenir des informations. Et mon vrai objectif, c'est de sortir les features qui manquent, parce qu'il y a plein de choses qui manquent selon moi. Et que ça devienne un peu un standard en fait, que les gens se disent je cherche une information, je vais aller voir en premier sur WP Community. Ok. En termes de profil, il y a un panel assez large où c'est représentatif d'un peu tous les métiers, en tout cas tous les profils aussi. Ou est-ce que tu sens qu'il y a une sous-communauté qui est plus représentée qu'une autre? Les freelances, ouais. Parce que à la base WP Community ça touche pas que les freelances. Normalement, t'es censé inclure les freelances, les agences, les hébergeurs, les éditeurs de plugins, les associations, les membres de la communauté, parce qu'il y a plein de gens qui sont actifs dans la communauté, mais qui sont pas freelance. Des gens qui sont en CDI, des blogueurs, des gens qui participent uniquement au WordCamp. Mais je me rends compte que c'est beaucoup les freelances qui s'inscrivent, et ce qui est normal. C'est des gens qui cherchent de la visibilité. C'est ce qu'offre la plateforme pour l'instant. Donc du coup, c'est très représenté au niveau des freelances. Moi, je suis un peu déçu de pas avoir plus d'agences, de pas avoir plus d'hébergeurs. J'aimerais bien que les gens jouent le jeu et qu'ils viennent s'inscrire sur la plateforme, parce qu'en fait, pour leur image de marque, c'est bon. Pour les gens qui cherchent de l'information, c'est bon aussi. En fait, c'est presque... Pour moi, la partie, par exemple, éditeur de plugins, c'est presque inutile qu'elle soit présente pour l'instant parce qu'en fait, il y a, je sais pas, 15, 20 plugins qui se sont inscrits dessus. Et c'est dommage parce que du coup, mais c'est aussi cet aspect qui est très francophone sur la plateforme qui fait qu'il y a plein de plugins qui sont pas forcément français et qui s'inscrivent pas. Mais j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de choses et que j'ai pas à devoir scraper des informations à droite à gauche pour avoir des profils qui sont pas forcément actifs, quoi. Ouais. Là, tu parlais justement du public francophone. Il y a une volonté d'aller un peu plus vers l'international, en tout cas l'échelle européenne ou... Je suis pas fermé à l'idée. Pour l'instant, c'est pas encore dans les cartons parce que je veux déjà sortir plein d'autres choses. Et après, en fait, je pense aussi que
ce que la plateforme apporte, c'est justement de renforcer un peu cette communauté française. Et du coup, je sais pas si s'ouvrir à l'international, en fait, ça va pas casser le rythme et du coup perdre un peu de son essence de transmettre l'information à la communauté francophone. Peut-être que demain, je sortirai un WP Community dans un pays en particulier ou je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi à cette partie-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient qu'on l'ouvre plus loin. Mais après, c'est pas le même taf non plus. Chaque communauté a ses spécificités. Et puis, derrière, ça implique tellement de choses. Moi, demain, j'aimerais que des gens qui cherchent un freelance pour un projet aillent sur la plateforme et fassent leurs recherches. Si demain, je leur mets des profils en Roumanie ou aux États-Unis, bah, ça marche plus pareil, en fait. Ouais, carrément. Justement, tu disais qu'il y avait des choses que tu voulais sortir avant de réfléchir au côté international. Il y a des prochaines fonctionnalités ou ambitions que tu aimerais concrétiser dans les prochains mois et dont tu peux parler. Tu n'as peut-être pas envie de spoil non plus. En fait, je communique pas beaucoup sur les fonctionnalités que je veux sortir parce que je me dis que c'est aussi l'effet de surprise, voilà, que les gens sont pas. Après, c'est aussi bien d'en parler parce que tu as au moins les retours des gens et de savoir si c'est intéressant ou pas, parce que dans ma tête, ça peut être hyper cool et en fait, les gens, ça les intéresse pas. Donc oui, j'ai plein d'idées, j'ai 1 million d'idées pour la plateforme, je veux vraiment renforcer l'esprit communautaire, donc j'aimerais vraiment que les gens puissent interagir plus que mettre des likes ou des recommandations. Voilà, j'ai en tête de faire un espèce de, pas un réseau social, mais au moins un feed où les gens peuvent, un feed ou un forum, quelque chose qui s'en rapproche, où les gens pourraient interagir, poser leurs questions, parler d'un événement en particulier. Là, aujourd'hui, les gens peuvent obtenir de l'information, mais ils interagissent pas plus que ça. Donc cet aspect communautaire, je veux vraiment le renforcer. Je veux permettre, je le disais tout à l'heure, à des potentiels prospects de pouvoir poster des annonces parce qu'ils recherchent un freelance en particulier. Plus qu'aller chercher, parce qu'il y a plein de gens, ils ont un projet, ils n'ont pas envie d'aller chercher sur un annuaire et de se dire bah, il faut que je sélectionne la bonne personne, et puis peut-être qu'ils ne savent pas comment trouver la bonne personne. Donc je me dis que je ne veux pas devenir une place de marché où tu viens chercher un freelance, tu payes sur la plateforme, tout ça, mais au moins faire de la mise en relation, que les gens puissent poster un message pour dire voilà, je cherche un freelance pour faire tel ou tel projet. Et pareil, comme des gens comme moi qui ont envie de s'entourer de personnes compétentes, pouvoir dire voilà, je suis un freelance, je veux travailler avec d'autres freelances. Venez, on monte un collectif et du coup voilà, avoir des offres de mission de ce style-là. Pareil pour les offres d'emploi, parce que c'est pareil, il n'y a pas que du freelance. Je pense que les agences, elles pourraient être intéressées de poster un peu des offres d'emploi. J'en vois beaucoup passer là avec la rentrée sur les réseaux sociaux. Mais du coup, tu te bloques à ton réseau en fait. Alors que là, tu pourrais diffuser dans le réseau WordPress. Tu cherches un développeur WordPress, bah, diffuse-le dans le réseau WordPress. Et ce que ne fait pas du coup WordPress, bah, on peut le faire avec des offres d'emploi directement sur la plateforme. Et après, j'ai un dernier projet. Mais là, c'est un peu plus ambitieux. J'aimerais créer un club avantage, en fait. J'aimerais regrouper un peu toutes les offres WordPress avec des promos, ce genre de choses, et que les gens puissent obtenir, en étant inscrits sur la plateforme, puissent obtenir des avantages, des périodes d'essai sur des produits WordPress. Voilà, je pense qu'on peut tous s'entraider. Je pense que ça ferait du bien aux plugins, aux hébergeurs, d'avoir des nouveaux clients, et ça ferait du bien à la communauté WordPress d'avoir des avantages parce qu'il est actif ou non sur la communauté. Clairement. Surtout que, comme tu disais, même par rapport à ton expérience dans ton ancienne agence, ancienne agence, j'ai fait un AVC, je suis désolé. Quand t'as l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, avec un certain type de plugin, c'est quand même assez dur de faire l'effort d'aller en chercher des nouveaux. Et alors que des fois, t'as des super plugins qui existent, mais c'est vrai, tu dis, bah, je suis dans ma routine, je connais très très bien. C'est un vrai effort de le faire. Moi, le premier, je sais que, bah, moi, je suis plus sur la partie SEO. Bah, Yoast, je le connais par cœur. Non, moi, c'est pareil. Et je le déploie, ça me prend 2 secondes. Alors que je sais qu'il y a des très bons plugins. Il y a SEO Kit, notamment de Daniel Rock. Je sais que c'est super. Il y a plein de trucs qui peuvent être enlevés. Mais faut réapprendre, quoi. Et là, tu te dis, ouais, c'est vrai que... avec Yoast, hein. Yoast, je l'utilise depuis toujours. Mon starter theme, il est basé sur Yoast. J'ai déjà des fonctionnalités en place. J'ai pas envie de tout redévelopper. Même si j'aimerais, pousser des solutions françaises, SEO Key, SEO Press, c'est des très bons outils.
Pour l'instant, j'ai pas pris le temps de le faire, mais je pense que ça fait aussi partie de ce que je veux mettre en place, c'est le partage de connaissances. Je pense que typiquement, avec des tutos qui seraient présents sur le site, tu vois, si je demande à SEO Press de me faire un tuto comment passer de Yoast à SEO Press, il serait ravi de le faire. Et voilà, je pense que il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et ça aussi, j'en ai pas parlé, mais sur la partie contribution et la partie astuce, partage, je veux aussi mettre en place des choses. Sur la contribution, moi, j'ai du mal à m'y mettre parce que il y a 1 million d'informations partout. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de plus cool, qui implique plus les gens, avec des starter kits, comment débuter dans la contribution, où se rendre pour avoir l'information et ce genre de choses. Et je pense qu'avec des membres de la communauté, on peut faire quelque chose et de se dire, voilà, pour quelqu'un qui commence, on lui donne un pack et il peut déjà commencer tout seul et savoir où trouver l'information. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai plein d'idées, mais voilà, après, il va falloir choisir ce qu'on veut faire en premier, voir ce qui peut le mieux marcher, parce que peut-être que je veux mettre en place des choses qui, demain, vont pas servir ou seront très peu utilisées. Voilà. C'est le retour d'Aurelio qu'on a eu sur WP Umbrella qui partage sa roadmap. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que c'est bête, mais tu dis, ok, on voit la direction que veut prendre l'outil, et ça incite vachement à l'interaction. Donc tu dis, c'est vrai que ce genre de truc où justement tu te dis, c'est toujours compliqué de se dire entre la feature que tu imagines et son potentiel intérêt, et comment les gens vont vraiment l'utiliser au quotidien. C'est toujours ce ratio-là quand tu diriges ton produit qui est super dur à trouver. Ouais, c'est clair. Après, WP Umbrella, c'est un vrai produit pour le coup. Ouais. Donc, il y a aussi l'aspect paiement, c'est un peu différent. Mais ouais, moi aussi, j'ai mis en place la roadmap sur le site. Faudrait que je la fournisse un peu plus. Mais c'est vrai que comme il y a cet aspect aussi où je veux pas trop communiquer sur les fonctionnalités, déjà parce qu'elles sont pas encore sorties et que du coup, si j'en parle trop tôt, les gens, voilà, ils vont se dire ça sort demain alors que il y a peut-être encore 6 mois de travail. Mais oui, je suis d'accord, il faut communiquer sur la roadmap. Là, justement sur les annonces, sur les offres d'emploi, j'ai communiqué avec pas mal d'agences. Voilà, j'ai envoyé un formulaire pour qu'ils remplissent, pour qu'ils me disent voilà, est-ce qu'ils seraient intéressés pour poster une annonce, potentiellement, est-ce qu'ils seraient prêts à payer un petit peu pour la mettre en avant, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je communique pas trop, mais pour lesquelles je discute avec des membres de la communauté. Voilà, je jauge un petit peu si ça peut les intéresser ou pas. Mais c'est pas forcément des choses que je fais grand public à poser des questions sur LinkedIn, quoi. Ouais. Okay. Au final, WP Community, tu dirais que c'est aussi pour rendre à la commu ? Ouais, je pense que j'ai aussi un peu ce syndrome de me dire, j'utilise depuis très longtemps WordPress, j'ai pas beaucoup donné, j'ai pas beaucoup contribué, j'ai fait un peu de traduction. C'est très rare que je contribue à WordPress, et du coup je me suis dit, pour moi la contribution c'est pas que contribuer au corps, c'est aussi participer à des événements, c'est aussi partager des informations que tu as, faire des tutos. Pour moi tous les blogueurs sont contributeurs en fait. Et je pense que c'est aussi cet aspect de me dire j'avais besoin de donner quelque chose à la communauté, d'apporter. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai sponsorisé le WordCamp Toulouse, en fait, c'était l'aspect financier parce que créer un site ou un blog, c'est bien, mais après, il faut aussi que les événements puissent vivre. Donc, il y a forcément un aspect financier. Je peux pas le faire tout le temps parce que c'est sur mes propres fonds, parce que WP Community rapporte pas d'argent pour l'instant. Mais oui, c'est en partie pour rendre à la communauté ce qu'elle m'apporte. Et cette communauté, justement, quand est-ce que ça a été la première fois où tu es rentré en contact avec la communauté WordPress ? Est-ce que c'était plus sur un WordCamp que tu as pu découvrir ou un événement local, un WP Paris ou autre ? Ça s'est passé comment ? Il y a eu 2 fois. La première, c'est parce que j'avais lancé un plugin gratuit qui n'existe plus. Et du coup, j'avais communiqué un peu sur le Slack pour avoir des informations sur la traduction, sur comment poster un plugin. La deuxième fois, c'était au WordCamp Lyon. Donc, c'était mon premier WordCamp. J'avais jamais fait de WordCamp. Moi, je suis quelqu'un de très timide, donc j'y suis allé. J'étais un peu seul à regarder et voilà, voir comment ça se passe. C'était la première vraie interaction. Et je pense aussi, ce qui m'a aidé, c'est de poster beaucoup sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé à poster, de parler de WordPress, ce genre de choses. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à interagir avec des gens de la communauté que j'ai retrouvé après en WordCamp. Et en fait, tu croises les têtes qui commentent tes posts, qui likent tes posts, ce genre de choses.
Donc il y a une partie réseaux sociaux où il y a des gens qui sont très actifs de la communauté, d'autres que tu ne vois pas. Et après, c'est sur les WordCamp en physique, quoi. Si tu veux vraiment interagir avec la communauté, les chats c'est bien, mais à un moment il faut que tu vois les gens et que tu discutes et ce genre de choses. Ouais, carrément. Surtout que nous, pareil, ça fait quand même pas très longtemps qu'on interagit avec tout le monde. Globalement, les gens sont quand même très bienveillants. On a beaucoup de très bons échanges et surtout que nous, à notre échelle, on est personne. Et en fait, on peut discuter très facilement avec tout type de profil et entre guillemets d'importance au sein de la communauté. Et c'est super agréable, ça donne envie de revenir et de participer, et de propager. D'en faire plus, exactement. C'est ce que je dis toujours quand tu fais un WordCamp, en général, t'en fais plusieurs parce que c'est toujours un bon moment. Les gens sont hyper ouverts, ils discutent. Tu arrives avec tes a priori et en fait, tu te rends compte que les gens, ils sont super cool. Et puis en fait, t'as un code de conduite quand tu vas au WordCamp. T'es là pour faire d'apprendre et de partager des choses que tu connais. Et je pense qu'en fait, ça change tout. Et moi, pour l'anecdote, sur le dernier WordCamp, il y a un exposant qui était là, qui est Pplug. Et en fait, le gars qui était là me disait, mais en fait, moi, j'ai jamais connu une communauté comme ça. Il m'a dit, je faisais du PrestaShop avant. Je vais au PrestaShop Day. T'es pas accueilli comme ça. Tu vas sur des salons, on te regarde de haut, tout ça. Alors que quand tu arrives dans la communauté WordPress, on arrive, les bras ouverts, on t'accueille les bras ouverts, quoi. Donc, déjà, c'est un peu la seule solution /outil /CMS où on parle vraiment de communauté. C'est-à-dire que les autres, comme c'est des solutions propriétaires, produits, tu es tout de suite sur un aspect business, vente, produit. Et il n'y a pas du coup cet aspect communautaire qui va avec l'open source, qui va avec sur Drupal, ils ont un peu une communauté parce qu'ils sont aussi open source. Après, je pense qu'ils ont un autre aspect, tu vois, par exemple sur Webflow, ils ont quand même cet aspect un peu business, mais je pense qu'ils arrivent quand même à se créer des communautés. Ils se renforcent dans l'idée de nous, on ne fait que du Webflow, les autres outils, c'est nul. Du coup, je pense qu'ils s'aiment comme ça, mais je pense pas qu'ils aient cet esprit de communauté qu'on peut avoir dans WordPress. Si tout le monde déteste quelqu'un, ils sont amis entre eux. Donc, ça partage, c'est sûr. Attention, ils sont pas tous comme ça. Non, bien sûr. Là, on est complètement dans le cliché. Là, on est dans tous les foudres. Il y a des gens très très bien sur Webflow, mais on aime bien les clichés quand même. Parce que c'est toujours agréable, c'est toujours marrant. Et du coup, toi, t'as fait quand même les WordCamp en tant que participant et récemment, du coup, en tant qu'exposant. Comment tu vis cette différence-là? Ça t'apporte quoi? Est-ce que t'aimerais le faire plus souvent en exposant? Est-ce que, au contraire, tu t'es dit c'est quand même hyper fatigant parce que tu fais que parler vraiment toute la journée? Comment tu les as vécues, ces deux étapes différentes? Moi, j'aime beaucoup y aller en tant que visiteur et participer à toutes les conférences. Là, j'étais un peu frustré de ne pas participer aux conférences. Bon, je les ai regardées en replay, mais le côté hyper enrichissant d'être sponsor, c'est que du coup, tu parles à plein de gens. Et des gens avec qui tu n'aurais pas forcément discuté si tu étais venu en tant que visiteur. Surtout que moi, j'ai un profil très timide. Je ne vais pas vers les gens quand je ne connais pas. Et du coup, c'est vrai que les gens viennent te voir d'eux-mêmes. Tu leur parles de ton produit. Du coup, tu en viens à parler de WordPress. Ça crée du lien et des échanges. Et en fait, je pense que ça a boosté un petit peu ce côté communautaire que j'aime. De me dire, voilà, j'ai communiqué avec plein de gens avec qui je n'aurais pas communiqué. Il y a plein de gens qui sont venus me voir qui à la base venaient pour WP Community, qui finalement, pour du business, m'ont envoyé des messages, qui m'ont donné leur carte, ce genre de choses. Donc ça crée aussi un élan business derrière, même si c'est pas pour ça que j'y vais à la base. Mais ouais, c'était très cool de se dire, déjà t'es sponsor, de dire c'est une fierté quand même d'être sponsor d'un WordCamp. Ton logo, il est un peu partout. Bon, tu payes pour le faire, mais c'est quand même très cool. Et puis tu communiques avec plein d'autres gens avec qui tu n'aurais pas parlé. Ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un développeur ou un curieux, un freelance qui voudrait s'impliquer davantage dans la communauté WordPress? De s'inscrire sur WP Community. Non, qu'est-ce que je lui conseillerais? Je pense que venir très rapidement à des WordCamp. Je pense que faire des événements, c'est hyper important. Et oui, c'est pas toujours à côté de chez toi. Il y a peut-être un peu de route, mais t'apprends beaucoup de choses. Moi, j'y vais, je fais des conférences, j'apprends encore des choses alors que je fais du dev depuis plus de 10 ans. Donc, c'est hyper intéressant.
d'être présent sur les réseaux sociaux. Je pense que ça aide pour la communauté WordPress. Il y a plein de gens qui communiquent. Tu peux parler avec plein de gens en dehors de l'aspect physique, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de faire du physique. Je conseillerais pas forcément d'aller sur le Slack, parce que vraiment, il y a des gens qui aiment ça, passer leur journée sur le Slack. Je vois, il y a des gens tous les jours, ils disent bonjour et ils parlent toute la journée. Ça dépend ce que tu aimes faire, mais c'est pas forcément ce que je conseillerais. Et voilà, participer à des événements, que ce soit locaux ou des WordCamp, et puis être présent sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Pour toi, à partir de quand on peut se sentir, je vais récapituler, en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui utilisaient WordPress, pas forcément au quotidien, mais pour des projets clients, de temps en temps. Oui, ils étaient amenés à utiliser WordPress, ils connaissaient, ils savaient très bien s'en servir, mais pour autant, ils se sentaient pas légitimes de rentrer dans la communauté WordPress. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Est-ce que s'il devait y avoir un moment où tu dis, si tu es parfaitement légitime, ce serait lequel? Je pense qu'à partir du moment où tu as appuyé sur installer WordPress, tu es légitime à être dans la communauté WordPress. Après, ça dépend ce que t'en cherches. Si tu cherches de l'aide pour installer ton WordPress, c'est pas forcément ce que tu vas y trouver, même si tu as toujours des gens qui seront là pour t'aider. Mais je pense que ça peut t'apporter énormément. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément de se sentir légitime, c'est d'avoir envie, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette fibre communautaire et qui vont pas chercher à être dans la communauté. Mais pour moi, si la question c'est de se dire à partir de quel moment, il n'y a pas de moment. C'est dès que tu as envie, tu peux rejoindre la communauté. Ouais, quoi. Si tu te poses la question, c'est que finalement, il est temps d'y aller. Exactement. Ok. Trop bien. Merci beaucoup, Nicolas. On va finir avec quelques questions pour conclure gentiment ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail et entrer en contact avec toi? Principalement sur LinkedIn. Ouais. Voilà, je poste sur mon compte perso, sur le compte de WP Community pour parler des fonctionnalités, pour relayer des offres d'emploi, pour relayer des offres de mission, pour relayer des informations sur des plugins ou de l'actualité. Sur la plateforme, on peut me contacter directement. Pour me suivre, c'est principalement sur LinkedIn. Je poste très peu sur Instagram, je poste très peu sur Twitter. Voilà, moi je pense que LinkedIn c'est un peu le réseau social professionnel. Donc voilà, c'est là-dessus que je poste. Et après, on peut me retrouver un peu partout. Hein. Je suis sur le Slack FR. Je suis sur des lives WordPress, sur les événements WordPress. Voilà, j'essaie de me rendre un peu partout, tout ce qui touche à WordPress. Trop bien. Est-ce que tu aurais une reco perso pour nous? Ça peut être un livre, un podcast, une série, un film, un outil, petit truc là qui dernièrement a pu te marquer. Tu te dis tiens, j'aimerais bien que plus de gens le connaissent. Dernièrement, j'ai commencé une série qui est très très vieille et qu'on m'a recommandée pendant très longtemps. C'est Silicon Valley. Ok. Alors moi qui suis très geek, incroyable. J'avais jamais regardé. Et, voilà, je m'éclate à regarder Silicon Valley. Et sinon, je suis très science-fiction aussi, donc je regarde en ce moment Silo, la série Silo. Okay. Voilà, j'adore, je trouve ça génial. Après, en termes d'outils, ce sera forcément des outils qui touchent à WordPress, mais je vais citer que WP Umbrella, qui est un peu la nouvelle star des produits WordPress aujourd'hui. Voilà, je pense que tous les freelances qui font de la maintenance et même ceux qui n'en font pas, parce que moi avant WP Umbrella, je faisais pas forcément de maintenance, devraient se pencher sur WP Umbrella et c'est un moyen de toucher de nouveaux clients, d'augmenter énormément son chiffre d'affaires. Voilà, après j'ai pas forcément d'outils particuliers. Je recommanderais tous les outils français autour de WordPress parce que je trouve que c'est chouette d'être un peu cocorico et de recommander toute la communauté WordPress. Ouais. T'es sur Silicon Valley, t'es au début là? Je suis à la saison 3. Okay. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Okay. J'adore le changement de générique entre chaque saison avec les nouveaux logos des nouvelles startups du coup. En plus, tu découvres, à chaque épisode, tu découvres des nouveaux détails et tu te dis ah ouais, là il y a Uber avec Lyft qui se battent et tout. Et c'était très bon là-dessus. En plus, j'avais beaucoup d'a priori au début, je me suis dit on m'a parlé de cette série, mais de quoi ils peuvent parler dans la tech et tout machin. Et en fait, tu te rends compte que ils balayent tout le scope. Bon, moi, je suis un peu les podcasts startup et tout ça. Et du coup, ils balayent un peu tout le scope, tout ce qui peut être lié, les frustrations, les pactes d'associés, les machins, les trucs. Et du coup, c'est vachement chouette, quoi. Du coup, en podcast, j'écoute beaucoup SaaS Club, qui parle des SaaS et un peu de tout ce qui tourne autour de l'univers startup. Ok. Et tant qu'on est dans le perso, c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé, mais
Qu'est-ce que tu fais quand tu dev pas? Qu'est-ce que tu fais dans ton perso, une activité que tu fais Quand je dev pas, je dev. Non, en vrai, je fais deux choses. Enfin, je faisais deux choses. C'était dev, et même le soir, je dev, et jouer. Voilà, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, avec l'arrivée de ma fille il y a 2 ans, ça s'est beaucoup ralenti. Ça fatigue beaucoup au début, donc le soir, j'ai plus forcément ni le temps ni l'envie de le faire. Mais ouais, les deux choses que je fais, c'est dev, parce que j'aime trop dev et j'aime trop avoir des nouvelles idées, voilà, faire un peu de design, ce genre de choses. Et là, maintenant, c'est plutôt profiter de la famille parce que j'ai moins le temps de jouer. Et du coup, c'est directement lié au jeu, mais je suis beaucoup l'e-sport Counter-Strike. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai de la chance avec l'e-sport Counter-Strike, c'est qu'il y a des matchs presque tous les jours. Ouais. Et du coup, voilà, je suis beaucoup la scène, je regarde les matchs, les événements, voilà. Scène qui est en forme en plus côté francophone, donc Exactement. ouais. Très bien. Écoute, dernière question. Qui aimerais-tu entendre la prochaine fois sur le télescope? Qui Alors moi, prendrait ta place? J'ai entendu beaucoup de gens qui sont passés par ici, donc c'est compliqué de trouver de nouvelles personnes, même si je ne sais pas exactement qui est passé, mais voilà, j'aurais recommandé Aurelio si jamais il n'était pas déjà venu hier. Non, je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est de donner un peu la parole à des petits nouveaux qui sont là, qui ont envie de prendre part à la communauté. Voilà, je pense moi, je bosse régulièrement avec Valentin Grenier, qui essaie aussi de partager beaucoup sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, ça peut être bien aussi de mettre en avant des gens qui sont nouveaux dans la communauté. Il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans, on les connaît, on les a vus, revus, ils font tous les WordCamp, ils sont speakers à chaque fois. Voilà, je pense que c'est bien aussi de faire découvrir un peu des nouvelles personnes. Et c'est aussi ça que j'essaie de faire avec WP Community, c'est qu'il y a un système de ranking sur l'annuaire pour mettre en avant en fonction de tes contributions, de ta présence au WordCamp, mais aussi par exemple pour les petits nouveaux, pardon, ils ont un boost de visibilité en fait pour qu'ils soient un peu plus visibles, parce que quand tu viens d'arriver dans la communauté, t'es pas forcément connu, et je pense que c'est dommage parce que t'as peut-être beaucoup de choses à apporter. Voilà, donc peut-être Valentin Grenier, Cédric Chevillard aussi qui essaie de pas mal de communiquer sur les réseaux sociaux, voilà. Et un peu de femmes aussi, voilà. Je sais pas combien de femmes vous avez, mais voilà, on sait que la tech c'est beaucoup un univers masculin, ça peut être pas mal aussi d'inviter des femmes. Je pense à Déborah Donnier ou Sarah Camille qui sont aussi très actives dans la communauté. Clairement. De toute façon, la moitié du duo est composée d'une femme, donc c'est clairement quelque chose qui, moi personnellement, mais je sais que c'est le cas de nous deux, qui nous tient à cœur, et d'avoir de la parité autant au niveau homme-femme que, en effet, ce que tu disais, de petits nouveaux où ça fait 40 ans qu'ils sont là. Oui, puis l'avantage avec WordPress, c'est qu'on n'a pas que de la tech. Exactement. Ça touche au SEO, ça touche même au côté juridique, ça touche à l'accessibilité, le design. Et bon, dans la tech, il y a beaucoup d'hommes, mais sur ces autres domaines, il n'y a pas forcément que des hommes. Et je pense que, voilà, et même dans la tech, il y a beaucoup de femmes. Et je pense que ça peut être bien, voilà, de faire venir des gens qui sont moins représentés que voilà, toutes les têtes qu'on voit tout le temps. Carrément. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nicolas pour ce moment. Merci à vous de m'avoir invité, c'est vachement chouette. C'était un grand plaisir. On te souhaite bonne continuation dans tous tes projets. Longue vie à WP Community, il y aura tous les liens dans la description. Super. Et puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.